Bonsoir à tous, bienvenue au live WICID de Pragma Industries ce soir. Et pour vous accueillir et pour vous présenter Pragma Industries ce soir, il y a Christophe Brugnot, donc, responsable commercial de la société. et moi-même, Pierre Fortet, le fondateur et l'actuel PDG donc, de Pragma Industries. En l'occurrence, initialement, nous avions prévu un live avec Alexandre, qui est notre directeur des opérations, mais il a la grippe, donc ça arrive, donc remplacé au pied levé par Christophe ce soir. Merci à toutes et à tous d'être avec nous. Et donc, ce que l'on vous propose, c'est de vous faire une petite présentation avec un partage d'écran de Pragma Industries, donc un petit slideshow pour vous dérouler ce qu'est Pragma et peut-être générer des questions. Après, voilà. Après, ça sera le débat à partir des questions que vous pourrez nous poser dans la fenêtre questions et réponses. Allons-y pour un partage d'écran et la présentation de Pragma Industries. En essayant de ne pas faire de fausses manipulations, en l'occurrence. Voilà, normalement, si tout se passe bien, vous partagez l'écran avec nous et vous voyez la première slide. Et j'espère que ça se passe bien parce qu'on n'a pas vraiment de confirmation que vous voyez ce que nous voyons. Donc, Pragma Industries, c'est une société que j'ai créée maintenant il y a 13 ans. C'est une petite société, on n'est que 6, hein, mais on est 6 personnes très qualifiées et très spécialisées dans notre domaine d'activité. Comme petite présentation, voyons si j'arrive à faire défiler. Voilà. Donc on existe depuis 2004. Sur cette première diapo, vous voyez moi-même, mon associé, fondateur associé Rémi Sukoja, qui lui-même est plutôt un ingénieur spécialisé en électronique et en automatisme, alors que moi je suis plutôt un mécanicien et un thermodynamicien. Et vous voyez Alexandre Blanc, qui devait être avec nous ce soir, remplacé par Christophe. Alexandre est notre directeur des opérations, mais vous avez le plaisir ce soir de voir Christophe, qui est notre directeur des ventes, ce qui est tout aussi bien. Donc Pragma Industries, c'est une société qui a une certaine historique maintenant, puisque depuis 2004, on fait notre métier dans le domaine de l'hydrogène et les piles à combustible. Et on a la chance d'avoir maintenant un portfolio d'environ 300 clients, un peu plus, je pense, maintenant, répartis dans une quarantaine de pays. Puisque le monde de l'hydrogène et le monde de la pile à combustible, c'est quand même un petit milieu et on se retrouve assez facilement avec des clients au Japon, en Afrique du Sud, aux États-Unis, un peu partout en Europe, ce qui est notre cas. Hein. Et donc, nous sommes basés à Biarritz, dans le sud-ouest de la France. Et la société compte 6 collaborateurs permanents. Je vais peut-être vous dire pourquoi j'ai décidé de me lancer dans l'hydrogène et dans les piles à combustible, parce qu'il y avait quand même une conviction derrière ce positionnement. Historiquement, moi, avant de créer Pragma, je suis ingénieur en aéronautique et donc je faisais des avions. Et je faisais des avions principalement militaires. Donc mon métier, c'était plutôt les systèmes d'armes et l'aviation militaire. À un moment donné dans ma carrière, qui était relativement jeune d'ailleurs, ce métier ne m'a plus correspondu en tant que personne. Voilà, mes attentes portaient plus en termes de développement durable ou sur une vision un peu plus grande. Donc, j'ai cherché à ce moment-là quoi faire. Et donc, je me suis orienté vers la création d'entreprises en voulant créer une entreprise technologique parce que je suis un passionné de technologie et d'innovation. Donc, je me voyais mal faire autre chose que quelque chose de fortement ancré dans la technologie et quelque chose qui avait du sens. Et ce qui a du sens, ça reste pour moi fondamentalement le développement durable et l'accès à l'énergie. Alors, il y a une problématique simple à laquelle nous essayons de répondre avec notre petite pierre à l'édifice, c'est qu'aujourd'hui, vous avez à peu près la moitié des habitants sur Terre qui ont besoin d'avoir accès à un développement économique rapide. Ce sont les pays en voie de développement et les pays émergents. Ce sont des pays qui maintenant vont consommer de plus en plus d'énergie hydrocarbonée pour pouvoir se développer économiquement. Donc, ils vont consommer du pétrole, du gaz naturel, du charbon, et ça va être vital pour eux pour accéder à de la croissance économique.
Ça veut dire qu'ils vont se mettre à envoyer dans l'atmosphère de grandes quantités de CO2, beaucoup plus qu'actuellement. Et à l'échelle globale, on est dans une problématique de restriction de ces émissions de CO2 pour des questions de réchauffement climatique. Hein. Vous avez sans doute entendu parler des 2 degrés de réchauffement climatique acceptable depuis les années 90, depuis le protocole de Kyoto. Et donc, ça veut dire que si ces pays émergents et en voie de développement émettent maintenant beaucoup plus de CO2, et ce qui va être le cas dans les années à venir, nous, pays développés, nous devons compenser ces émissions de CO2 en restreignant les nôtres. Et on doit les restreindre très rapidement et de manière drastique. Pour cela, il y a tout un tas de secteurs à décarboner. Et le plus facile à décarboner, finalement, reste les transports. Parce qu'aujourd'hui, les technologies pour remplacer les technologies alternatives à l'essence sont disponibles et elles fonctionnent. Vous les connaissez, ce sont les batteries et ce sont aussi l'hydrogène pour ceux qui ont fait un peu de recherche sur le monde de l'hydrogène. Donc, notre économie aujourd'hui et nos transports sont basés sur des énergies hydrocarbonées, le gaz naturel, le charbon, le pétrole, et les technologies sont à notre disposition maintenant pour aller vers une économie décarbonée à partir des énergies renouvelables, le solaire, l'éolien, la géothermie, les barrages hydroélectriques, avec des technologies de stockage, parce que quand on veut développer les énergies intermittentes, il faut être capable de les stocker pour mettre en adéquation la production avec la consommation. Et parmi les technologies de stockage, on a les barrages hydroélectriques, les batteries, bien évidemment, et l'hydrogène. Chaque technologie offre des avantages et des inconvénients en fonction des cas de figure. Donc, aujourd'hui, on est dans un mix énergétique qui est en grande partie un mix à partir d'énergie fossile. Demain, nous serons dans un mix énergétique, si tout va bien, décarboné. Alors, voilà pourquoi on fait ce que l'on fait. On travaille à l'hydrogène avec une mission de démocratiser l'hydrogène énergie et donc d'apporter notre pierre à cet édifice vers un développement durable et une économie décarbonée. J'avance un petit peu à la page suivante. Je vais vous présenter l'intégralité de nos activités et de nos produits. Ça serait un petit peu long, surtout qu'on a quand même plus de 10 ans d'existence. Donc, on reprend toute l'historique. Ça serait long. Je vais me focaliser sur la mobilité. Hein. C'est vraiment le sujet qui nous intéresse maintenant. Alors, sachez qu'on a démarré notre activité sur les piles à combustible de laboratoire. On a développé. Quand on a créé Pragman Free, il n'y avait pas de marché pour la pile à combustible. C'est très simple, on parlait de pile à combustible et les gens nous regardaient comme si on parlait de science-fiction. Donc, la question, c'était de dire, OK, on sait faire des piles à combustible, mais on les fait pour qui? Et les premiers marchés qui existaient, c'était la recherche. Donc, les laboratoires qui faisaient de la recherche sur les composants de piles à combustible. Et puis, est arrivé en l'enseignement. Il y a eu une réforme en France de l'enseignement scientifique qui inscrit l'hydrogène et ce type de stockage autour des énergies renouvelables dans les filières, notamment technique, STI2D, au niveau lycée. Et progressivement, ça a évolué du lycée vers tout ce qui est IUT et école d'ingénieurs. Voilà. Donc aujourd'hui, on a équipé une bonne partie des lycées français. C'était en 2008-2010. Et puis petit à petit, on a réussi à faire mûrir nos technologies jusqu'en 2013, où là, on a dit ben, nos piles à combustible, elles commencent à fonctionner très très bien maintenant, et on est prêt pour aller chercher des marchés, les marchés de la vraie vie quelque part. Parce que le marché du laboratoire ou le marché du lycée, c'est quand même des produits qui fonctionnent sur paillasse, c'est pas extrêmement exigeant, alors qu'une pile qui part avec un fantassin, par exemple, au Mali, ou qui part dans un vélo, c'est beaucoup plus exigeant. Et on a atteint cette maturité technologique aux alentours de 2013. Donc sur cette slide-là, ce que vous voyez en haut à droite, c'est le groupe électrogène qui est destiné aux forces militaires. J'en ai un ici, donc j'en profite. Hop. Voilà, c'est celui-là. Il est dans sa jolie livrée kaki. Mais ce n'est pas celui-là qu'on va évoquer ce soir. Je vais plutôt parler de la mobilité et des vélos, comme celui qui est derrière nous. Et donc, c'est l'image qui est en haut à gauche. C'est aujourd'hui ce que l'on cherche à financer, parce qu'il y a un potentiel de croissance et une logique derrière ce marché-là qui est absolument fantastique. Donc, c'est celle qu'on va vous présenter maintenant. Alors,
J'introduis brièvement sur cette slide ce qu'est le marché du vélo à assistance électrique, qu'on appelle VAE. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est un marché qui est aujourd'hui en très forte croissance. Il se vend plus d'1,2 million de vélos électriques en Europe chaque année, sur un total mondial qui est de l'ordre de 35 millions d'unités chaque année. Les études de marché montrent que très bientôt en Europe, un vélo sur 3 vendus sera électrique. Donc on est sur un positionnement, on est sur un marché qui est en croissance, qui est dense et qui est demandeur d'innovation technologique. Alors, je vais vous expliquer pourquoi ce marché est très intéressant pour nous. Aujourd'hui, le monde de l'hydrogène et de la pile à combustible, il souffre de 2 choses. La première, c'est les coûts technologiques. Une pile à combustible, comme celle-ci, comme celle qui est, c'est la même pile à combustible qui est montée dans le vélo, elle coûte cher à fabriquer. Et elle coûte cher à fabriquer parce qu'on en fabrique peu. Aujourd'hui, bon, certains me diront, oui, mais il y a des catalyseurs, il y a du platine, ça coûte cher. Non. La quantité de platine dans notre pile à combustible est 10 fois plus faible que la quantité de platine dans un pot catalytique de voiture. Donc aujourd'hui, ce ne sont pas les matériaux qu'on utilise qui font qu'une pile à combustible est chère, ce sont les procédés de fabrication. Et pour faire baisser le coût d'une pile à combustible, maintenant, il faut en fabriquer plus. C'est vraiment une question d'économie d'échelle. Et cette problématique, c'est la même pour tout le monde dans le domaine des piles à combustible. La deuxième problématique, c'est la logistique du carburant. Comment je fais pour amener la molécule d'hydrogène à l'usager, à l'utilisateur? Et évidemment, cette question de la logistique, elle est encore plus accrue quand on dit qu'on va aller chercher l'utilisateur grand public. Comment je fais pour amener la molécule à tout un chacun? Et vous comprenez que ces 2 facteurs, ils sont liés. Plus je vais chercher un marché grand et profond, plus je peux espérer fabriquer de piles à combustible et donc les rendre moins chères et plus compétitives. Mais d'un autre côté, plus le marché est grand, plus la complexité de la logistique de l'hydrogène est grande. Donc, on essaie de résoudre ces 2 problèmes-là avec la technologie de production d'hydrogène par poudre que je vais vous présenter pour le vélo. Donc, le marché du vélo en croissance. Ce qui est très intéressant sur le marché du vélo, c'est qu'on répond à une problématique parfaitement identifiée. C'est la problématique de la batterie. Un usager sur 3 aujourd'hui, alors quasiment 100% des usagers de vélo électrique disent c'est super, un vélo électrique, ça emmène où on veut, sans effort, c'est une grande liberté, donc c'est un excellent mode de déplacement. Le principal point noir du vélo électrique, ça reste la batterie. Pour un usager sur 3, la batterie est quelque chose d'anxiogène. C'est une boîte noire avec une autonomie qui est relativement peu précise, avec un temps de recharge qui est relativement long. Donc, pour un usager sur 3, le problème, c'est la batterie. Le principal frein à l'utilisation d'un vélo électrique. Et on essaie de s'adresser spécifiquement à ce problème-là. Alors, on a commencé à travailler sur le sujet en 2013 avec des vélos Gitane, en l'occurrence. Donc, c'était des vélos qu'on prenait sur étagère et puis qu'on modifiait. On a fait 2 preuves de concept en 2013-2014 qui ont eu un certain succès sur les salons, en l'occurrence. À chaque fois qu'on les sortait, les gens étaient assez emballés. Et ça nous a poussé à aller dans une logique de développement produit à partir de 2015. Et vous voyez sur la diapositive, le premier prototype de vélo en 2013, puis 2014 et 2015, on est arrivé avec un design de vélo assez novateur puisque on a conçu le cadre en interne à 100% avec une volonté de faire disparaître toute la technologie et de l'intégrer dans le cadre du vélo. Tout ça nous a amené maintenant au premier, si vous avez suivi les news sur notre fil WeSeed, vous avez vu que maintenant on est en phase de livraison d'une première série. Et en l'occurrence, Alpha est le premier vélo à hydrogène homologué au monde. Et c'est la première fois qu'une société fabrique un 2 roues à hydrogène en série. Donc on est vraiment très très fiers de cette réussite. L'autonomie est très bonne puisqu'elle est de 100 km. Et évidemment, l'avantage de l'hydrogène, c'est le temps de recharge. Le temps de recharge est de 1 minute, donc on a un véhicule qui est toujours disponible. À qui il s'adresse aujourd'hui? Alors, je vais passer
diapo-là, parce que c'est peut-être pas très intéressant, ça vous montre comment est fait le vélo à l'intérieur. Il y a le réservoir d'hydrogène dans le cadre, et puis le groupe électrique en bleu avec la pile à combustible, le moteur électrique juste derrière sur le pédalier. Celle-là, je la passe, c'est pas forcément le plus intéressant. Donc aujourd'hui, ce vélo, il a besoin d'une borne de recharge. Il va s'adresser donc à des gens qui opèrent des flottes captives. Parmi ces gens, on retrouve les services publics, les services de location touristique, les entreprises évidemment, les sociétés de logistique urbaine pour de la livraison du dernier kilomètre. Et tous ces gens-là, on leur propose actuellement une offre qui inclut la flotte de vélos et les bornes. Alors c'est le démarrage, évidemment, les bornes sont relativement onéreuses, les vélos sont onéreux eux-mêmes, mais c'est vraiment le démarrage. On a la chance d'avoir, dans le monde de l'hydrogène, un taux de subvention extrêmement élevé pour déployer l'hydrogène dans les territoires français. Donc on s'appuie beaucoup sur une volonté politique aujourd'hui qui met à notre disposition des subventions pour déployer les premières flottes. Ça nous permet de mettre le pied à l'étrier pour une première production de vélos et comme ça engager une démarche industrielle qui va nous amener à baisser nos coûts petit à petit. On en a, alors si j'avance un petit peu, voilà, sur la slide suivante. Donc on opère aujourd'hui une flotte d'une dizaine de vélos depuis janvier ou février 2016, oui. à côté de Versailles. C'était les 10 vélos prototypes. Et vous voyez sur la photo les vélos, une partie des vélos avec une borne en verre, c'est la borne fabriquée par Attaway. Des usages domicile-travail, en fait. Hein. Les personnes qui l'utilisent dans cette entreprise utilisent ça quotidiennement, ce vélo quotidiennement pour aller de leur travail au domicile. Donc ça, c'était une première flotte expérimentale qui nous a permis de tester beaucoup de choses sur le vélo. Les premiers sont tombés en panne. C'était le but de cette flotte, c'était de découvrir les pannes, les bugs. Et ça a plutôt bien fonctionné en l'occurrence. Donc maintenant, on est en phase de production en série. On en fait 100 et les premières livraisons ont commencé. Et les premiers clients sont Saint-Lô, Cherbourg, Chambéry, Pamiers à côté de Toulouse et l'agglomération de Bayonne ici. Donc ça, c'est les livraisons 2017. Pour 2018 et en tout cas pour le 2018, on a bien l'intention d'accroître nos livraisons, puisque cette année, on fait 60 vélos. 2018, ça sera entre 100 et 150 vélos sur des projets qui sont déjà très bien identifiés à Toulouse, à La Rochelle, à Tours, par exemple, et également à l'export. Oui, beaucoup de demandes et beaucoup d'intérêt, notamment sur les Pays-Bas, l'Allemagne et des touches intéressantes aux États-Unis. Ouais. Cette semaine, on a reçu notre première commande de vélo à l'export pour le Danemark. Donc, on est vraiment très contents. Et les perspectives sur l'Europe du Nord et sur les États-Unis sont encourageantes. C'est vraiment très encourageant. Hop, alors j'avance sur la slide suivante. Donc, évidemment, il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, vendre une borne avec des vélos, c'est pas simple. C'est pas vraiment le métier le plus simple pour le coup. Christophe, il n'a pas un boulot facile. Je peux en parler. Parce que vendre des vélos, c'est une chose, mais vendre l'infrastructure de charge avec les vélos, c'est quand même pas évident. Donc aujourd'hui, on est porté par une volonté politique, on est porté par une volonté de décarboner nos transports. Clairement, ça nous aide. Et on a un vélo qui émet moins d'émissions de CO2 qu'un vélo à batterie. Donc, il a une empreinte carbone qui est plus faible que son équivalent à batterie. Donc, ça fait partie de nos arguments. Et évidemment, il y a le côté opérationnel, un temps de charge extrêmement court, quelques secondes, et l'autonomie qui, pour des professionnels, est une qualité puisqu'ils vont avoir un vélo toujours disponible. Mais par contre, c'est le petit bout du marché du vélo électrique. Le marché professionnel, c'est à peu près 10% du marché du vélo électrique. Les 90 autres %, c'est évidemment le segment grand public. Or, dans notre mission de démocratisation de l'hydrogène, la première question qu'on se pose, c'est OK, comment on peut adapter ce vélo pour un usage grand public? Parce que l'enjeu, il est là. Il est là en termes de mission d'entreprise et il est là en termes de croissance et évidemment
de chiffre d'affaires. Hein. Je crois que… Profitabilité de l'entreprise. Oui, tout à fait. Donc, vous avez vu les présentations. La technologie de production d'hydrogène par poudre, c'est celle-là dont on va parler maintenant. Hop. Et on répond exactement aux 30% des usagers qui ne sont pas satisfaits de la batterie, qui disent oui, mais c'est long à charger, oui, mais je ne sais pas combien d'autonomie il me reste, oui, mais c'est anxiogène de ne pas savoir voilà, si je peux encore pédaler longtemps, etc. La promesse qu'on leur fait, c'est vous allez avoir un vélo électrique que vous pourrez recharger instantanément, n'importe où. Où que vous soyez, en race campagne, au bout de l'île de Ré, vous pourrez recharger votre vélo. Donc un vélo électrique qui n'a plus aucun fil à la patte et donc plus aucun côté anxiogène, le côté anxiogène des véhicules à batterie que certains d'entre vous connaissent sans doute. Hop. Alors comment ça marche? Vous avez peut-être vu la petite vidéo sur YouTube où je montrais un petit sachet de poudre. Pardon si ça fait un peu de bruit. Voilà, ces petits sachets de poudre comme ceci. Donc, ces sachets de poudre, ils contiennent un matériau. Je ne vais peut-être pas faire de démonstration là. On a quand même prévu ce qu'il fallait pour faire une démonstration, mais bon. Ces sachets de poudre, ils contiennent un matériau qu'on va oxyder dans l'eau. C'est-à-dire que la molécule d'eau, elle est composée d'atomes d'hydrogène et d'atomes d'oxygène, et on va hydrolyser le matériau qui est contenu dans le petit sachet. Ça veut dire qu'il va capter les molécules, qui va capter les atomes d'oxygène et ça va relarguer les atomes d'hydrogène. Ce processus-là est très intéressant. Il y a beaucoup de candidats qui s'hydrolysent au contact de l'eau. On en a retenu certains qui, pour nous, avec beaucoup plus de sens. On travaille pour les applications militaires à partir d'aluminium et de silicium. Et pour le vélo, on travaille sur une formule à partir de magnésium, qui est pour nous très intéressante. Alors, si on regarde la slide, le magnésium, le côté intéressant du magnésium, c'est qu'il peut provenir d'un rebut industriel. Ici, en Aquitaine, on a une industrie aéronautique qui est très présente. Et il se trouve que l'industrie aéronautique tout le monde exploite un rebut industriel, donc zéro émission de CO2. Ensuite, on va mettre ce matériau dans une capsule et qui va être inséré dans le vélo. Et puis, on va injecter dans la capsule au fur et à mesure qu'on a besoin d'hydrogène. Et c'est là où ça devient très intéressant, c'est que le résidu de la réaction, c'est donc un oxyde, en l'occurrence un oxyde de magnésium. L'oxyde de magnésium, littéralement, on peut le manger. L'oxyde de magnésium, c'est un additif alimentaire. C'est un très bon antiacide. C'est-à-dire, si vous avez des aigreurs d'estomac, vous prenez une pastille de magnésium et les aigreurs d'estomac disparaissent. Donc, on a un produit résiduel qui est complètement neutre, qui est non toxique, qui est inoffensif, que ce soit pour l'homme ou pour l'environnement, et qui en plus peut repartir dans une industrie, puisqu'il se trouve que l'industrie pharmaceutique et l'industrie alimentaire sont toutes les deux consommatrices d'oxyde de magnésium. Donc c'est pour nous vraiment un schéma idéal. C'est-à-dire que, on répond à une problématique usagée, c'est-à-dire on est capable de charger un vélo instantanément et n'importe où, et deux, on est capable de le faire dans un schéma industriel et environnemental extrêmement respectueux. L'économie circulaire. Oui, c'est-à-dire qu'on va prendre un rebut, le conditionner dans une capsule. Ce rebut va réagir et créer de la valeur ajoutée pour faire avancer un vélo. Et à la fin, le résidu de la réaction est lui-même valorisable dans une nouvelle industrie. Et au pire, si vous le mettez à la poubelle, il n'a strictement aucun impact environnemental. Donc ça c'est pour nous absolument révolutionnaire. Il faut savoir qu'on a des prototypes de générateurs d'hydrogène qui fonctionnent aujourd'hui sur table. Et donc, on pense que d'ici le premier trimestre,
2018, donc très rapidement, on va être capable de monter un de ces prototypes de générateurs de gaz à bord d'un vélo. Donc ça va être une étape extrêmement intéressante et extrêmement importante pour nous, premier trimestre 2018, utiliser un des prototypes de générateurs de gaz à bord d'un vélo et alimenter un vélo avec de la poudre, en l'occurrence industrielle. Alors il y a des avantages intéressants, hein, c'est que une recharge pour faire 100 km, c'est moins de 400 grammes. Donc ça veut dire que si vous voulez partir en week-end ou en vacances avec votre vélo électrique, vous prenez quelques capsules, quelques recharges avec vous. Et si vous voulez, vous pouvez traverser toute l'Europe. Donc, c'est comme ça qu'on rassure l'usager d'ailleurs. Hein, c'est de dire, mais quand la capsule est finie, il suffit d'en avoir une deuxième sur soi, et puis on la change, et voilà, on continue à rouler. Donc voilà un petit peu pour ce schéma-là. Ça fait 26 minutes que je parle tout seul et je vois les questions qui commencent à arriver et j'ai très envie d'y répondre. Alors je crois que voilà, on a terminé. Ah, si, la dernière slide, elle est vraiment importante, c'est notre positionnement. Il faut comprendre que le métier de Pragma Industries, ce n'est pas de faire des vélos. Aujourd'hui, on fait des vélos, mais c'est une phase très spécifique de notre développement où nous avons choisi de faire du techno-push, du technologie push. C'est-à-dire que en 2013-2014, il y avait plusieurs marques de vélos qui voulaient travailler avec nous, mais on a assez rapidement mis un terme à ces partenariats parce qu'ils devenaient trop exclusifs. Donc, on était embêté par cette notion d'exclusivité parce qu'en tant que fournisseur de technologie, on n'a pas particulièrement intérêt à être exclusif avec une seule marque de vélo. Notre but, c'est de la fournir au plus grand nombre. Donc, on a fait un choix un petit peu ambitieux, un petit peu risqué, on peut le dire. C'est-à-dire, on va concevoir notre propre vélo pour faire notre propre marketing technologique. Et quand on va vendre notre vélo, c'est Pragma Industries qui va être mis en avant. C'est pas la marque XYZ de vélo, ça sera Pragma Industries. Aujourd'hui, on a fait le choix de fabriquer tout le vélo parce qu'on est sur un segment relativement petit de la flotte captive professionnelle. Mais demain, en allant sur le segment grand public, Pragma Industries ne va pas faire des vélos en B2C, puisque ça voudrait dire qu'on doit installer une marque, qu'on doit avoir un réseau de vente, un réseau de distribution, un réseau d'entretien, et ce n'est pas notre métier. Nous, notre but, c'est de se positionner comme équipementier pour les fabricants de vélos. Donc, soit en rang 1, directement derrière les fabricants de vélos, soit en rang 2, derrière les motoristes qui équipent les vélos. Voilà, donc je crois qu'on peut attaquer. Attends, hop, voilà. Voilà la dernière slide. Non, mais pas ici. Bon, si tu remontes, c'est comme ça. Je pense. Voilà. Excusez-moi, on découvre un peu l'interface du logiciel en même temps. Donc, j'ai fini ma présentation. Je vous ai laissé la dernière slide sur cette belle photo de vélo au soleil couchant en Navarre, côté espagnol, où on était au pied des éoliennes. Et ces photos que vous avez peut-être vues sur Twitter, je trouve qu'elles symbolisaient parfaitement la combinaison de l'hydrogène avec des énergies renouvelables. Je vais donc quitter le mode plein écran pour revenir voilà, à la vidéo. Je remonte, ne t'inquiète pas. Je remonte, il y a beaucoup de questions. On va les aborder les unes après les autres. Alors, on va commencer à répondre aux questions. Donc, la première question, donc, c'est Jean-Marc demandait comment la production d'hydrogène impacte. Comment la production d'hydrogène impacte? Bonjour Jean-Marc. Alors la question, c'est impacte quoi? C'est-à-dire comment la production d'hydrogène impacte, j'imagine que vous parlez de l'empreinte carbone de cette solution de mobilité. D'une manière générale, aujourd'hui, l'hydrogène est produit à partir de gaz naturel. C'est pas la solution idéale, mais c'est la solution en place. C'est-à-dire que 95% ou 98% de l'hydrogène mondial est produit à partir de gaz naturel. C'est relativement, et c'est pas terrible, c'est pas la solution idéale, mais c'est relativement peu polluant contrairement à ce qu'on pourrait penser. Mais évidemment, l'enjeu, c'est d'aller vers une production d'hydrogène à partir d'énergie fossile, vers une production d'hydrogène totalement décarbonée, et toute la filière de la pile à combustible aujourd'hui s'emploie à ce travail.
pour qu'on soit dans une logique de décarbonisation progressive de l'hydrogène et des moyens de transport associés. Aujourd'hui, il y a de plus en plus d'acteurs qui vont vers la production d'hydrogène à partir d'hydroélectricité, par exemple. L'un de nos clients qui a installé une flotte de vélos à Pamiers dans l'Ariège est un exploitant de barrage disposant d'une DSP et qui se lance dans la production d'hydrogène à partir d'hydraulique. Et il y a d'autres acteurs comme la CNR, filiale d'Engie, qui se lance aussi dans la production d'hydrogène à partir de l'exploitation de ces barrages. Alors, on remonte à un spectateur anonyme qui nous demandait: bonsoir, combien pèse dans le chiffre d'affaires chaque marché présenté dans les 2 premières slides? Alors, le marché militaire, c'est à peu près 50% du chiffre d'affaires. Le marché des vélos, c'est à peu près 50%. Le marché du pédagogique et oui, c'est-à-dire qu'on s'est petit à petit désengagé du marché de la R&D et du pédagogique pour des questions stratégiques. C'est quand même des petits marchés à l'échelle mondiale et qui nous obligent à maintenir des stocks de composants relativement chers. Donc, on a souhaité se désengager de ces marchés historiques. Donc, aujourd'hui, cette année, il devait représenter 50 000 ou 100 000 euros, je pense, pas plus. Et petit à petit, ça va tomber à zéro pour vraiment fonctionner que sur le marché de la mobilité et le marché du nomadisme. Alors, autre question de spectateur anonyme. Pourquoi les gros acteurs existants de l'hydrogène ne se sont pas encore positionnés sur ce segment? Alors, sur le segment du vélo, en l'occurrence, vous êtes le premier vélo homologué. En fait, pour un vélo électrique, un vélo à hydrogène, ça consomme très très peu d'hydrogène. Pour faire avancer un vélo à hydrogène sur 100 km, il faut une trentaine de grammes d'hydrogène. En comparaison, pour faire avancer une voiture à hydrogène sur 100 km, il faut 1 kg d'hydrogène. Donc aujourd'hui, des énergéticiens comme Air Liquide ou comme Linde ou comme Engie s'intéressent beaucoup plus aux bus, aux chariots élévateurs et aux voitures parce que ce sont des consommateurs beaucoup plus importants d'hydrogène que le vélo. Et ce qui fait que nous, on est très bien, pour l'instant, d'être tout seul sur le vélo, ça nous va très très bien. Ensuite. Alors, à quel niveau de production faut-il atteindre pour arriver à baisser les coûts? Alors, on pense que à 5000 vélos par an, on divise notre coût de production par 2. Vous demandez, c'est Jean-Marc qui demande si un jour nous serons à un niveau de prix de vente comparable aux autres vélos électriques. Eh bien oui, on pense que oui. Alors il faut savoir que le vélo électrique, il y a tous les prix. Ça va de 800 € à 10 000 €. C'est comme les voitures, il y a des Dodge et puis il y a des Ferrari. Donc oui, on peut être compétitif avec un vélo électrique. Aujourd'hui, notre prix de vente, il est de 7 500 €. Donc c'est quand même, ça serait pour le segment grand public du très haut de gamme. Notre objectif est de passer d'abord sous la barre des 5 000 € et ensuite sous la barre des 4 000 € de prix de vente. Pour ça, il faut qu'on fasse entre 5 et 10 000 vélos par an. En l'occurrence, il faut qu'on fasse entre 5 et 10 000 systèmes à pile à combustible par an. Ce qui n'est pas du tout incompatible avec le segment haut de gamme du vélo électrique, puisque le haut de gamme qui démarre à 3 500 €, c'est 15 à 20% du marché, d'un marché qui est de plus d'1 million d'unités par an en Europe. Donc il y a un segment premium qui est demandeur d'innovation technologique et on veut rentrer sur ce segment-là pour accroître nos volumes de production et ainsi faire baisser le prix. A priori, à terme, on peut être tout à fait en dessous des 4 000 €, voire des 3 500 € comme prix de vente, ce qui est absolument comparable avec un vélo électrique moyen de gamme, haut de gamme. Jean-Marc nous interroge oui. sur la réaction chimique. Ouais. Alors, le magnésium et H2O fait de l'hydrogène et un oxyde de magnésium. Et notre pile à combustible fait de l'eau. Jusqu'où peut aller le recyclage? En pratique, on peut tout recycler sur une pile à combustible, bien plus facilement que dans une batterie au lithium d'ailleurs, puisque les matériaux qui sont utilisés pour faire une pile à combustible ne sont pas dangereux, n'ont pas d'impact toxicologique. On peut en fin de vie récupérer assez facilement 80 à 85% du platine
utilisé comme catalyseur dans la pile à combustible, puisque c'est lui qui a la principale valeur résiduelle. Pour l'oxyde de magnésium, sa valeur marché est relativement faible, mais par contre, on peut l'envoyer dans une industrie qui est consommatrice. Donc, on peut virtuellement aller jusqu'à quasiment 100% de recyclage ou d'économie circulaire des matériaux. Alors, nouvelle question de Jean-Marc. La maîtrise des piles compactes est-elle utilisable pour d'autres applications type scooter ou ELM? Bien sûr, oui, bien sûr, oui, tout à fait. Alors après, tout dépend des demandes que l'on a, puisque aujourd'hui, Pragma développe sur fonds propres ses applications. Donc voilà, pour le moment, les questions sont pas posées pour le moment. Alors, on a des demandes récurrentes, notamment pour les triporteurs, oui. Et on commence à avoir des demandes pour les scooters. Alors évidemment, on va y aller petit à petit, puisque chaque véhicule requiert une pile à combustible un peu plus grosse. Un scooter, c'est plus de puissance qu'un vélo. Donc, ça demande à déjà avoir une économie technologique un petit peu différente. Et on pense que pour aller vers les scooters, il faut déjà avoir une économie de pile à combustible qui est meilleure que celle qu'on a aujourd'hui. Donc, on démarre par les vélos, on génère du volume. Avec ce volume, ça permet de réduire les coûts de production et d'aller chercher de nouveaux marchés tels que le scooter. Il faut savoir que les scooters, aujourd'hui, la principale compétition, c'est le moteur essence et lui, il coûte rien du tout. Donc, il vaut mieux se positionner sur des marchés initialement où on est en compétition avec les batteries. Et puis, d'autre part, économiquement, et le marché immédiatement intéressant, c'est celui lié à la logistique urbaine, dont les volumes vont aller croissant avec la croissance du e-commerce. Donc, on a des plans de déploiement, enfin de développement d'applications sur des triporteurs. Ensuite, il y avait Alexandre qui demandait quel était le poids du système. Aujourd'hui, le poids du système, c'est 5 kg et 2 kg de bouteilles de réservoir d'hydrogène. On peut objectivement le faire tomber à 3,5 kg tout compris. Le premier système, il n'a pas du tout été optimisé pour le poids, c'était pas le sujet. Le sujet, c'était plutôt la durabilité et la fiabilité. Donc, il y a un peu trop de matière un peu partout. Alors, c'est incassable hein, pour le coup, mais on peut assez facilement réduire l'ensemble à oui, c'est ça, 3,5, 4 kg max avec le réservoir d'hydrogène pour un réservoir en plus qui offrirait à peu près 150 km d'autonomie, un réservoir en carbone et une pile à combustible de même puissance que celle qu'aujourd'hui. Et il demande ensuite quelle est la durée de vie. Nous, on a testé sur 2000 heures. Un peu plus de 2000 heures, 2300 heures pour voir comment les performances de notre groupe électrique diminuaient dans le temps à chaque heure de fonctionnement en fait. Et on a une perte de rendement d'à peu près 5% par tranche de 1000 heures. C'est-à-dire que on n'a pas de perte de puissance pendant toute la durée de vie du système, mais par contre, il va consommer un peu plus c'est un peu comme un moteur à essence, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'il s'use, il va consommer un peu plus d'hydrogène et grosso modo, il consomme 5% de plus par tranche de 1000 heures. Ça veut dire que nous, on estime que la fin de vie, elle est à peu près à 20% de surconsommation d'hydrogène, c'est-à-dire 4000 heures. 4000 heures, qu'est-ce que ça représente pour un vélo? C'est gigantesque. Si vous faites 1 heure de vélo tous les jours de l'année, vous êtes à 11 ans ou 12 ans de durée de vie avec la pile à combustible. Avec aussi un avantage de la pile à combustible par rapport au lithium, c'est qu'elle se comporte très bien dans les univers un peu froids. Question intéressante d'un spectateur anonyme, malheureusement, qui demande comment se structure notre démarche commerciale, quelles sont nos cibles et est-ce que nous répondons à des appels d'offres comme Attaway? Alors, pour le moment, donc on a ciblé des usagers et des clients par la force des choses qui sont plutôt des collectivités grands comptes qui pour le moment sont sponsorisées, on va dire, par les aides publiques pour l'acquisition d'une offre globale qui constituée donc de flottes de vélos couplées à une borne de recharge. Dans une deuxième étape, quand on commencera à voir les vélos de type triporteur, on ira sur de la logistique. Et évidemment, pour 2019, on pense, ou fin 2018, on ira vers le grand public. En espérant justement que des industriels du vélo frappent à notre porte
pour venir nous solliciter et intégrer notre technologie. Alors, question technique de Jean-Marc qui demande quelle est la durée de vie des piles à combustible, donc à peu près 4000 heures, plus que les vélos eux-mêmes. Ben oui et non, c'est-à-dire que la durée de détention dans le cadre de vélo, c'est typiquement 7 ans, mais leur durée de vie, la durée de vie dans le cadre de vélo, s'il est costaud comme le nôtre, parce que le nôtre, on le voit derrière, il est particulièrement costaud, on l'a conçu pour être increvable, a priori le cadre durera aussi longtemps que la pile à combustible. Et quelle est la seconde vie pour les piles? Une fois que la pile, elle est… en fait, c'est intéressant d'avoir une pile qui matche exactement la durée de vie des autres composants. La durée de vie du réservoir en aluminium, par exemple, sur le vélo, c'est 10 ans. La durée de vie de la pile à combustible, c'est à peu près 10 ans aussi. La durée de vie du cadre, s'il est entretenu régulièrement, ça sera bien 10 ans. Donc, on se retrouve avec un produit assez cohérent où tous les composants doivent avoir la même durée de vie. Alors évidemment, le but, c'est que cette durée de vie soit la plus longue possible pour que le produit ait l'empreinte carbone la plus faible possible. Et on essaie d'avoir un produit assez homogène en termes de durée de vie. Alors, quel est le volume et la puissance dégagée de la pile? Alors, le volume, j'en sais rien. Il faudrait que je fasse le calcul de tête et je ne sais pas. Vous la voyez là. Ça, c'est la pile qui fait 200 watts et qui est à bord du vélo. Elle est couplée à une petite source d'énergie tampon qui répond au pic de puissance, puisque le vélo, il est capable de les délivrer jusqu'à 400 watts en pic sur le moteur. Donc, il y a une petite batterie tampon qui absorbe ces fluctuations de courant, quand la pile à combustible, elle délivre 200 watts en permanence. Et donc, alors évidemment, cette petite batterie tampon, elle est invisible par l'usager, puisqu'elle est en permanence rechargée par la pile à combustible. Le platine restera-t-il… Un spectateur anonyme demande combien coûterait une recharge et où pourra-t-on l'acheter? Alors, on vise un prix de la recharge à base de poudre, puisque je pense que c'est la question qui est posée. On vise un prix qui se situe entre 3 et 5 euros pour une recharge offrant au moins 100 km d'autonomie. Ce qui, pour quelqu'un qui fait des trajets domicile-travail, par exemple, ça revient à dépenser 5 euros toutes les 2 semaines, à peu près 10 euros par mois. Donc, c'est très compétitif par rapport à… non, pardon, ça ne marche pas comme ça, c'est avec 2 doigts. D'accord. C'est très compétitif par rapport à un transport en commun, par exemple le bus ou le métro. Où est-ce qu'on pourra l'acheter? Il y a soit des gens qui sont aujourd'hui très intéressés pour distribuer les recharges, et c'est en premier les revendeurs de cycles, parce que pour eux, c'est évidemment un produit d'appel. On commence à avoir des pourparlers avec des retailers, des gens qui font du commerce de proximité. De plus en plus de demandes. Et la solution idéale, c'est évidemment aussi la possibilité de s'approvisionner directement sur Internet en commandant et en étant livré de ces recharges directement à domicile. Alors, Alexandre, le platine restera-t-il un élément fondamental dans la pile à combustible? Aujourd'hui, ça l'est. Aujourd'hui, on n'a pas mieux comme catalyseur que le platine. On a l'avantage de pouvoir le recycler assez facilement, mais ses propriétés catalytiques le rendent unique. Il y a des travaux de recherche et développement qui visent à le remplacer, notamment à partir de matériaux non nobles comme l'oxyde de fer. L'activité catalytique des oxydes de fer marche bien, mais c'est leur durée de vie qui est moins bonne que celle du platine. Alors, autre demande aussi, à quelle vitesse le vélo peut-il aller et peut-on installer ce système à l'avenir sur une moto? Alors, le vélo, il faut savoir que c'est un vélo tout à fait aux normes des vélos à assistance électrique, c'est-à-dire qu'il est constitué d'un moteur standard du marché qui fait 250 watts et sa vitesse est limitée à 25 km/h. L'assistance se coupe. Ça, c'est réglementaire. Après, une fois que si vous voulez aller plus vite que ces 25 km/h, indépendamment de la pile et du moteur, c'est juste l'effort musculaire. Alors, quel sera le coût à l'achat pour le grand public et à quelle échéance? Encore une fois, pour le grand public, notre positionnement n'est pas de faire l'intégralité du vélo. C'est de ne faire que le système à hydrogène à pile combustible à bord du vélo. Maintenant, on peut envisager que le positionnement prix pour le grand public sera de l'ordre de 4 000 à 5 000 euros pour démarrer, ce qui en fait un vélo haut de gamme.
Un VTT électrique, par exemple, c'est facilement 5 000, 6 000 euros. Donc, on n'a pas d'autre choix que d'amorcer la pompe par le segment premium pour fabriquer plus de vélos et faire baisser ensuite les coûts et comme ça descendre petit à petit dans le marché. À quelle échéance prévoyez-vous la commercialisation au grand public? 2020. Si on est bon, et pour l'instant on n'est pas mauvais, on pense qu'on aura une pré-série en test en 2019 et qu'on sera capable de faire un lancement commercial en 2020. Alors, combien coûtera une recharge et à quel endroit pourront-on l'acheter? Bon, on a répondu juste avant. Collecte des fonds s'effectuera jusqu'à quelle date? Et la manipulation du changement de recharge sera-t-elle facile pour des novices? Alors, la collecte des fonds s'effectuera a priori jusqu'au 10 décembre. Et vous attirez la question, enfin, c'est vraiment un sujet très très intéressant. La manipulation du changement de recharge sera-t-elle facile pour des novices? Alors le but, c'est que ce soit totalement intuitif. L'expérience de l'usager va passer par cette interface-là. Il faut que, j'ai envie de faire une analogie, c'est vraiment comme une capsule de café de marque très connue, on va dire. Ou un cachet d'aspirine. Ou un cachet d'aspirine. Il faut que ce soit, non, plutôt comme une capsule de café, parce que le cachet d'aspirine, c'est effervescent, mais c'est pas du tout ça. Donc le principe de fonctionnement, c'est que on va mettre une capsule dans un logement et que ce geste-là doit être parfaitement intuitif, parfaitement calibré, extrêmement qualitatif. On veut donner au geste un sentiment de qualité et d'assurance. Et on attache énormément d'importance à l'ergonomie du produit. Alors, spectateur anonyme demande, production de plus de 5000, peuvent-ils être faits sur notre site actuel? Non. Alors, pour la partie pile à combustible, oui. Pour la partie vélo, non. Et... Pardon. On est synchro. Et en l'occurrence, aujourd'hui, on externalise le montage des vélos. Le montage des vélos est externalisé chez Michelin, dans une usine qui est à Lyon. Et ça nous convient très bien parce que monter des vélos, ça demande une place au sol qui est absolument considérable. Et c'est même pas notre métier. Donc nous, on préfère focaliser nos ressources et nos compétences sur le montage des piles à combustible et éventuellement des systèmes autour. Mais le vélo, on externalise complètement. Donc si la question, c'est est-ce qu'on peut faire plus de 5000 piles à combustible sur notre site par an? La réponse est oui. Les vélos, non, mais c'est pas un problème puisque c'est externalisé. Alors, on a parlé d'aides, effectivement. Quelles sont-elles précisément? La question est en fait, oui, on a parlé d'aide publique et c'est un spectateur anonyme qui demande si elles sont, quelles sont-elles précisément et qu'est-ce que cela implique dans notre modèle économique? Alors, les aides, pour le moment, sont des aides destinées à l'acquisition par les collectivités, donc pour tout ce qui concerne le marché de la puissance publique. Donc là, il y a des aides régionales, les aides fournies par l'ADEME, par différents guichets publics, la BPI, la Caisse des dépôts et d'autres types d'aides. Il y a une question de Bernard qui demande quelles sont nos prévisions de chiffre d'affaires pour le produit vélo sur les 5 ans à venir. Bernard, c'est vrai que le chiffre d'affaires qui est présenté sur WeSeed, c'est le chiffre d'affaires global. Grosso modo, sur les 3 prochaines années, c'est la moitié du chiffre d'affaires. Vous prenez les prévisions qui sont disponibles sur WeSeed, vous les coupez en deux. Pour 2017, 2018, 2019, c'est moitié-moitié, moitié militaire, moitié vélo. 2020, notre plan est de rentrer sur le segment grand public et là, ça change tout parce que les volumes sont beaucoup plus importants. Donc, en termes de chiffre d'affaires, qu'est-ce que ça peut représenter? Écoutez, vous imaginez pour la partie système, un système qui se vende par exemple 600, 700, 800 euros et vous multipliez par le point d'entrée sur le marché qui nous a été donné par beaucoup de fabricants de vélos qui nous disent la technologie est tellement novatrice, c'est tellement en rupture qu'il faut envisager de faire au minimum 10 000 vélos dès la première année. Donc vous faites 10 000 multiplié par 600, 700, 800 et ça vous fait le chiffre d'affaires que l'on peut viser assez vite dans ce segment grand public. Nous, on a été assez précautionneux dans le business plan. On a compté de tête
2000 vélos, 5000 vélos et 8000 vélos, je crois, sur 3 ans. Donc, on a été plutôt précautionneux. Vous demandez ensuite en quelle année, on en est là, en quelle année on pense atteindre le point mort en termes de rentabilité. 2018. En fait, en 2017, on ne va pas être loin. Notre seuil de rentabilité, il est aux alentours d'1 million d'euros aujourd'hui, modulo le crédit d'impôt recherche, modulo certains amortissements et les stocks dans le cours de production. Donc, notre point mort se situe à peu près à 1 million. Cette année, on vise un peu plus de 900 000 euros de chiffre d'affaires. On est quasiment au point mort. Et si on n'y est pas cette année, le but, c'est d'y être dès l'année prochaine. Et puis, vous demandez, Bernard, comment nous allons financer la montée en puissance sur votre produit Wicid. Pour démarrer. Par contre, effectivement, nous prévoyons une deuxième levée de fonds en 2020 parce que quand on va rentrer sur le segment grand public, il va y avoir une logique de besoin en fonds de roulement qui devient prégnante. Et donc, on pense devoir lever entre 2 et 3 millions d'euros en 2020 pour le ramp-up industriel. Alors, Bernard pose la question, combien de vélos vendus sur 2018-2019? Alors 2018-2019, on est resté très précautionneux puisqu'on est resté sur le segment professionnel des vélos. On a tablé sur le segment grand public à partir de 2020. Donc 2018-2019, on est encore sur de la vente de flotte professionnelle. L'année prochaine, on a tablé sur 150 vélos. Et en 2019, de tête 250 ou 300 vélos, donc c'est relativement modeste. Alors, Alexandre demande, le transport de ce système est-il possible par avion? Oui, le magnésium, normalement, n'est pas forcément transportable par avion, mais ça dépend des quantités, en fait. Donc, tout dépend du packaging du magnésium. Est-ce que vous transportez un très, très gros baril en copeaux ou est-ce que vous transportez des petites capsules de poudre individuelles? Donc, c'est transportable à avion sous certaines conditions de packaging. Alors, Alexandre nous demande une pile à combustible d'1 kW et demi à 2 kW en pic, avec des pics à 2000 watts, serait-il possible et dans quel délai? Eh bien, c'est possible. Vous demandez si on peut atteindre des puissances de 1500 à 2000 watts. C'est possible aujourd'hui. En pratique, c'est vraiment une question de dimensionnement de notre architecture de pile. On peut l'atteindre en 3-4 mois, mais c'est une question de budget. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on pense qu'il n'est pas judicieux de développer ces puissances-là sur fonds propres. On préfère rester sur des puissances de 200, 300, 400 watts et faire mûrir notre technologie, la mûrir commercialement à ces échelles de puissance, de manière à faire baisser le coût de production. Et aujourd'hui, demain, si on a des demandes récurrentes pour du 1500 à 2000 watts, on ira. Mais il y a vraiment une logique produit et économie de produit derrière. Alors, spectateur anonyme nous demande est-ce que notre maîtrise technologique nous donne suffisamment d'avance pour être difficilement copié? Oui. Je dirais que oui. Développer une pile à combustible, c'est assez empirique. Ça demande beaucoup de travail, d'essais et d'erreurs. Une pile, c'est assez, enfin, en tout cas, une pile à combustible, c'est pour des questions très techniques, c'est assez difficile à modéliser. Et donc, il faut avancer de manière un peu empirique en développant des architectures, les testant, modifiant des petits bouts. Et ça demande beaucoup, beaucoup de temps. Donc, on peut être copié, mais il y a des barrières à l'entrée, comme la supply chain. On a des composants qui sont très difficiles à trouver. Et avant d'avoir une architecture qui marche aussi bien que la nôtre, c'est un travail expérimental qui est très long. Alors, à qui s'adresser pour l'entretien et le SAV en local? Alors, pour la partie du cycle spécifiquement, eh bien, ce sera un spécialiste local. Et pour la partie bloc énergie, toute cette partie-là, nous gardons la maîtrise.
de la supervision et du contrôle. On va aborder les dernières questions. Il y a Jean-Marc qui demandait quel était le niveau de levée espéré sur WeSeed et quelles sont les perspectives. Donc, sur WeSeed, on avait fixé un niveau à 300 000 euros, sachant que par ailleurs, on travaille avec des réseaux de business angels sur lesquels on était confiant pour réunir au moins 100 000 euros. Donc aujourd'hui, on a dépassé nos attentes sur WeSeed, on est à plus de 420 000 euros aujourd'hui de collectés et 150 000 à 200 000 sur nos propres réseaux de business angels. Donc, on est aujourd'hui au-delà de nos attentes. Tout ce qui est au-delà de notre minimum requis, ça va être une meilleure efficacité opérationnelle pour nous. C'est-à-dire que on va pouvoir engager des dépenses plus tôt, notamment des dépenses technologiques plus tôt par rapport à ce qu'on envisageait. On a un portefeuille de brevets à densifier et là, c'est super de pouvoir collecter plus que prévu parce que en termes de brevets, il y a beaucoup de choses à poser. Donc, on est vraiment très, très content de dépasser les seuils minimums parce que tout euro en plus nous permet d'améliorer une stratégie de protection industrielle. Voilà, donc on prend une toute dernière question. À quelle échéance voyez-vous une sortie pour les WeSeeders? Et sous quelle forme? Eh ben nous, on est plutôt sur une logique de cession industrielle, de sortie industrielle. Donc, le but est de développer notre portefeuille technologique, développer nos marchés, rentrer sur le segment grand public et ensuite s'adosser à un groupe industriel de manière à offrir une sortie à tous les actionnaires, nous-mêmes inclus, en l'occurrence. Voilà. Merci à tous pour. Ça fait 1 heure et puis j'espère qu'on a répondu globalement vos questions. Merci infiniment pour votre écoute et d'avoir été patient et d'avoir été là pour poser les questions. Merci à tous. Vous pouvez continuer, évidemment. Il y a le fil d'échange sur weseed.com où vous pouvez continuer à poser toutes les questions. On y répond le plus rapidement possible et le plus précisément possible. Merci à tous. Bonne soirée. Au revoir.